Nous allons accueillir maintenant nos deux conférenciers pour la première table ronde sur l'économie. Quand nous avons préparé ce colloque avec Eric, la première expression qui nous est venue pour parler de l'économie, et vraiment je vous assure c'est venu d'un seul trait comme ça, c'est de l'appeler, de toute façon il se disait Mozart, en fait on a affaire à des tocards. On dit on va quand même pas mettre ce titre là, ça va rebuter les gens, ils vont trouver ça trop vulgaire, et puis en fin de compte on s'est dit bah si, ça correspond quand même bien à ce qui se passe. Le dernier exemple en date, c'est depuis ce matin, hein, on a quand même perdu on a abaissé notre notation, hein, c'est ça, Standard & Poor's nous a fait passer de AA à A-. Donc ça montre bien que la descente continue de façon assez inexorable. Je vais d'abord commencer par vous présenter, et puis ensuite on abordera le sujet. Tout d'abord, vous, Monsieur Murer, vous êtes économiste, enseignant à la Sorbonne, notamment vous avez commis différents ouvrages comme la transition écologique en 2020. Vous avez sorti un autre livre qui s'intitule « Sortir du capitalisme du désastre », déjà, en 2021, et ce livre analyse les différents signaux portant fort que notre économie en péril lance, mais que ne semblent pas écouter nos politiques. Alors les signaux qui existaient en 2021 et qui existent encore aujourd'hui, c'est le chômage, la fermeture d'usines, l'augmentation du nombre de pauvres, très fortement corrélée d'ailleurs avec l'augmentation, par contre, des fortunes. C'est la deuxième fois que vous nous faites l'amitié de participer à notre colloque et nous vous en remercions vivement. Vous pouvez l'applaudir. Monsieur Piacentini, alors c'est la première fois que vous allez participer à l'un de nos colloques. Vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, section économie. Vous avez travaillé dans la banque, l'audit financier, et fondé en 2001 un cabinet de conseil spécialisé dans l'assistance financière et juridique des créateurs d'entreprises. Ce qui vous démarque peut-être des économistes assez classiques, très matheux, c'est que vous êtes féru d'histoire. Et donc, vous avez publié différents ouvrages, comme celui de 2016, Vers la chute de l'Empire occidental, les dossiers noirs du socialisme français, OPA sur l'Élysée. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je vous demande d'applaudir notre invité. Alors, j'ai une première question pour lancer le débat. Donc, comme je le disais à l'instant, le titre de la table ronde est un petit peu provocateur. Mais les médias nous ont tellement vendu une compétence que nous n'avons pas eue qu'aujourd'hui, nous pouvons un peu railler ces hommes dont la suffisance, l'arrogance les ont vraisemblablement aveuglés et nous conduisent toujours un petit peu plus au bord de l'abîme. Sont-ils incompétents, irresponsables ou bien victimes d'une conjoncture économique particulièrement défavorable, à votre avis ? Je vais commencer par rappeler d'où vient Macron, parce que Macron, c'est pas n'importe qui en fait. Il a été poussé par Attali à 30 ans pour devenir secrétaire général adjoint de la commission Attali, voulu par Sarkozy. Là, il s'est fait un énorme carnet d'adresses de grands patrons. Et en fait, il a été poussé, on va voir, tout au long de sa carrière, par l'oligarchie et le grand patronat français. C'est un homme du grand patronat français. Au départ, il y a Henri Herman, un homme d'affaires très riche, qui a fait fortune dans la grande distribution, qui, en fait, a poussé Macron et lui a tout payé. Son mariage, son appartement et l'amorçage de son parti En Marche. Pour lui, Macron était son fils spirituel. Ensuite, il est imposé à François Hollande par un dîner de grands patrons, avec François Rebsamen, qui l'a avoué dans les colonnes, je crois, de Mediapart. En fait, ils sont allés voir, donc Rebsamen, qui était l'ancien ministre de l'Intérieur, est invité à un dîner secret avec de grands patrons, et voilà ce qu'il relate. Le message que lui font passer les grands patrons, c'est « Si Hollande est élu, dis-lui qu'on n'a qu'une demande à formuler. C'est que Macron soit secrétaire général à l'économie. » Voilà. Donc, grâce au grand patronat, il devient secrétaire général adjoint de l'Élysée à 34 ans. Et c'est logique parce que son idéologie correspond en tout point à l'idéologie du grand patronat français qu'il a adoubé. Bon, son émergence politique, c'est en 2014 quand il remplace Arnaud Montebourg au ministère de l'économie pour le grand public. Et on rappelle qu'à ce moment-là, la création du parti En Marche en 2016-2017, l'adresse du parti, c'était le directeur de l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne, c'est l'institut économique du grand patronat, financé par le grand patronat. Tous les gens qui y bossent gagnent 10-15 000 euros par mois. Ils sont achetés, quoi. Et puis la campagne présidentielle de Macron, ensuite,
bon ça tout le monde l'a bien vu, il a été lancé comme une marque de lessive avec tous les grands patrons qui possèdent l'audiovisuel ou les médias divers et variés, Bernard Arnault, Xavier Niel, qui lui ont offert une tribune absolument, ils l'ont outrageusement favorisé. Donc Macron, c'est l'homme de l'oligarchie et du grand patronat français. Et il faut juger ses actions à l'aune de ses commanditaires. Pour finir sur ce petit point, c'est Emmanuel Todt qui l'avait expliqué en avril 2017, avant l'élection. Il avait dit « Vous semblez partir du principe que Macron n'est pas une menace pour la démocratie, mais si l'oligarchie arrive à faire élire sa chose à nu, ils vont avoir la tête comme un chou-fleur. Tout va être permis. » Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc Macron, c'est l'homme de l'oligarchie et qui travaille pour l'oligarchie. Et toute sa politique économique, en fait, qui est un petit peu embrouillée avec plein d'arguments marketing, mais en fait, elle se base sur une chose. C'est la théorie du ruissellement. Faire des cadeaux aux plus riches à ses commanditaires et dire qu'on va avoir des investissements et de la croissance. Donc en fait, il a commencé par vraiment une forte baisse d'impôts pour les plus riches et les entreprises. On a la fin de l'impôt sur sur la fortune, pour ceux qui possèdent des actions et des titres financiers, donc les plus riches. La baisse de l'impôt sur les bénéfices de 33% à 25% progressivement. Et la flat tax pour que les dividendes ne soient plus taxés qu'à 30%. Donc moins que les revenus du travail pour quelqu'un qui gagne bien sa vie. Donc c'était libérer l'activité en baissant les impôts, en faisant de l'investissement, en attirant les investissements étrangers. Et en fait, tout le problème, c'est que je pense que moi, il y croit à ça, parce que c'est le raisonnement des grands patrons. Baissez-nous les impôts, libérez tout, et on va créer de la croissance. Mais ça ne marche pas comme ça, l'économie. Parce que l'échec total de Macron, là où c'est un tocard de la finance et de l'économie, c'est qu'en fait, il y a zéro croissance. Il a dépensé un pognon de dingue. On est passé de 2,8% du PIB comme déficit à 5,5%. Il a doublé le déficit en faisant tous ces cadeaux fiscaux gigantesques. Et la croissance, c'est 0,9% par an depuis 2017, depuis qu'il est au pouvoir. Quasiment rien, c'est l'anémie. Et la croissance, si on la prend depuis 2019, c'est 0,4% du PIB depuis 2019. C'est l'anémie complète. Donc voilà, donc c'est une forme de collusion avec le pouvoir. C'est une forme d'incompétence aussi, je pense, économique. Ils ne savent plus de faire de politique économique. Hein. Il n'y a qu'à voir le fait qu'ils sont capables de fermer Fessenheim pour dire qu'il faut ouvrir 6 centrales 2 ans après. Mais fermer Fessenheim, c'est 3 milliards d'euros balancés à la poubelle. Il faut bien voir qu'il a nommé Bruno Le Maire ministre de l'économie, qui émet des OAT indexés sur l'inflation, alors que les taux étaient quasiment à 0% pour l'État. Aucun intérêt. Par contre, ça coûte 15 milliards d'euros à l'État par an. En fait, ces OAT indexés sur l'inflation. Et il continue à en les mettre. Et pire que ça, il fait des OAT indexés sur l'inflation européenne, même pas française. Donc le gouvernement n'a même plus la main là-dessus, on est complètement en perte de contrôle. Donc voilà, donc c'est une forme d'incompétence, de cynisme, et effectivement de gens qui travaillent pour les plus riches de façon très claire. Alors, bonjour à tous. Je voudrais déjà rebondir sur effectivement la carrière et le lancement de Macron, puisque j'avais écrit un livre qui s'appelait OPA sur l'Élysée. Pour compléter ce que vient de vous dire Philippe sur l'émergence de Macron un petit peu comme un lapin du chapeau, je vais vous donner une indication qui figure dans le livre. Quand il était conseiller à l'Élysée de François Hollande, c'est-à-dire aux alentours de 2013, Macron a été mandé par François Hollande en personne pour négocier la vente des parts EADS que détenait Arnaud Lagardère, qui détenait à peu près 7% des parts de EADS, et il avait besoin de liquidité parce qu'il était déjà au bord de la faillite, hein, à la fois personnel et son groupe. Et c'est donc Macron qui est parti négocier avec lui. Donc Macron était censé défendre évidemment les intérêts de l'État. Et eh bien comment ça s'est fini? Ben écoutez, le plus proche conseiller de Lagardère, au sortir des négociations, a dit « mais ce garçon est formidable ». Bah oui, parce que vous voyez, Arnaud Lagardère a fait une plus-value de 220 millions d'euros à titre personnel et 800 millions d'euros au titre de son groupe, ce qui ne l'a pas empêché de faire faillite 10 ans plus tard. Et alors, ça s'est passé à fin 2013. Et que s'est-il passé en 2014 pour M. Macron? Bah, une de VSD avec sa charmante épouse.
une après de Paris Match, du JDD, on en parle de lui sur Europe 1. Et oui, ben c'est toutes les chaînes et tous les médias du groupe Lagardère. Étonnant, non? C'est sûr que moi aussi, si on me fait gagner 1 milliard d'euros en tout et pour tout, j'ai tendance à faire quelques faveurs. Et donc, médiatiquement, Macron a émergé sur la scène médiatique quelques semaines après cette négociation qui a coûté aux contribuables français à peu près 1 milliard d'euros au profit de M. Lagardère qui n'a même pas su renflouer ses affaires avec ça. Merci M. Macron, voilà comment il défend les intérêts de la France. Alors, moi je vais aller un petit peu plus loin que ce que vous a dit Philippe, parce que la question c'est Macron, Mozart ou Tocard. Mais moi, je vais vous dire franchement, je vais peut-être être très irrévérencieux, mais vous savez, pour un banquier d'affaires, surendetter un État et le surtaxer au niveau des intérêts, c'est un Mozart de la finance, mais pas pour la France. Pour ceux qui l'ont envoyé là. Parce que comme vous l'a dit Philippe, c'est un cartel de grands patrons qui l'a fait émerger. Il a émergé également grâce à Patrick Drahi, qui l'a favorisé pour l'acquisition de SFR. Marine Le Pen n'avait pas su l'expliquer clairement le soir du débat, et lui avait rebondi en disant « mais c'est une affaire privée, ça ne me concerne pas ». Si, parce que sur les affaires qui concernent les télécommunications et d'autres secteurs stratégiques, l'État a un droit de veto. Et tant que Montebourg était ministre des Finances, il avait posé son droit de veto concernant la vente à SFR, au motif que M. Drahi avait une partie de ses sièges dans les paradis fiscaux, était surendetté. M. Drahi avait 10 milliards d'euros d'actifs pour 50 milliards d'euros de passifs. Pour vous remettre les proportions, s'il y a un petit commerçant, je m'occupe d'affaires, de beaucoup de petites affaires, petites industries, etc., à 100 000 euros d'actifs pour 500 000 euros de passifs, il passe direct au tribunal de commerce. Mais là, quand c'est 10 milliards d'euros d'actifs et 50 milliards d'euros de passifs, c'est-à-dire on peut provoquer un mini-crack financier rien que par l'insolvabilité qui est d'ailleurs en train d'être démontrée de M. Drahi, on part en faillite. Eh bien, ça n'a pas empêché M. Macron de lever immédiatement le veto de l'État à la vente de SFR à M. Drahi. Et qu'est-ce qu'on a vu après? Écoutez, c'est pas compliqué. BFM TV, le M, on se demande si c'est pas Macron, vous voyez. Voilà, BF Macron. Je vais pas dire BFM VC, parce que bon... Mais enfin, tout ça, c'est un peu mélangé, on va dire. Bien. Donc, Macron est là par la volonté d'un carteron d'hommes d'affaires, et en plus d'hommes d'affaires brinque-ballant, voire à la limite de l'escroquerie ou de la banqueroute. Voilà. Donc j'ai cité les deux personnes que je vous ai dit avant. Donc, pour moi, quelle est très clairement la politique de Macron? Je vais peut-être un petit peu titiller Philippe sur ce qu'il vous a dit. Philippe vous a expliqué qu'il y a eu des exonérations fiscales, etc. Oui, effectivement, pour les plus riches. L'impôt sur les sociétés, il a été baissé de 33% à 25%. Sauf qu'il y a un taux intermédiaire de 15% pour les PME qui font moins de 38 000 euros de bénéfices. Ce taux-là, il n'y a pas touché. Parce que vous voyez, pour les petites boîtes, pas question de faire un cadeau. Le cadeau, c'est pour ceux qui font des bénéfices importants. Et la France reste, malgré tout, le pays le plus taxé du monde. Alors vous vous dites, c'est contradictoire, vous soutenez le grand patronat, etc. Mais pas du tout. Ce que j'arrive à lire, moi, dans sa politique, et c'est pour ça que je vous dis, c'est pas un tocard, je pense qu'il fait tout sciemment, c'est le socialisme pour 99% des boîtes qui sont enracinées ici, les commerçants, les artisans, les petites entreprises, et même les industries importantes, mais qui ont les usines ici, et qui tiennent à garder un enracinement en France, celles-là sont taxées et surtaxées. En revanche, pour les 0,5% de multinationales, le socialisme, elles subissent pas. Le fiscalisme ne subisse pas, c'est délocalisé à l'étranger, les sièges sociaux sont dans des paradis fiscaux, on fait des opérations d'optimisation fiscale, donc elles payent en moyenne 8% d'impôts sur les sociétés en France, quand les autres en payent 25%. Et pareil pour les charges sociales, etc. Donc il y a une distorsion de concurrence qui écrase
les petites entreprises dont je m'occupe toute la journée. Vous avez sur 2023 une explosion du nombre de faillites, plus 30, plus 40% dans notre pays. Je peux vous dire que beaucoup d'artisans, de commerçants et d'agriculteurs, évidemment, puisque ce sont des entreprises aussi, n'arrivent même plus à se payer, n'arrivent même plus à honorer leurs engagements et à payer leurs charges. Celles-là sont démontées. À quoi vous assistez quand vous vous baladez dans Paris? Des tas de fermetures de commerce. Et par qui sont-ils repris? Par des grandes chaînes, par des grands groupes, par des groupes bancaires. Voilà la politique à Macron. Pour moi, dans ce qu'il veut faire, c'est pas un tocard. Pour nous, les Français, c'est un tocard. Mais pour ses amis, je peux vous dire, c'est resté le vrai Mozart de la finance. Ça marche Oui. Excusez-moi pour ce petit jingle SNCF. Mais alors, qu'est-ce qui est... Voilà, on n'est pas en retard. Hein. Enfin, presque. Presque. Qu'est-ce qui est plus grave, en fin de compte c'est qu'il ait privilégié les intérêts privés au détriment du bien commun, ou que il ait accru cette dette de façon telle qu'aujourd'hui, on est pieds et mains liés par rapport à toute la finance internationale. C'est vrai que c'est embêtant, la dette publique, mais la dette privée aussi a explosé parce que, en fait, Macron, là où il était incroyable, c'est qu'il a fait exploser le déficit public, mais quand l'État dépense plus, à court terme, c'est par exemple de la commande publique, donc de la croissance. C'est à court terme. C'est aussi, par exemple, plus de prestations sociales en faisant monter par exemple, des prestations sociales pour le minimum vieillesse. Donc, c'est des gens qui consomment. C'est des réductions d'impôts. Si vous les ciblez bien, les gens vont consommer. Mais lui, il a réussi l'exploit. Comme il n'a servi que ses commanditaires, eh bien, il a réussi l'exploit à faire exploser le déficit public et la dépense publique sans avoir de croissance. Voilà. Mais moi, je vais quand même relativiser tout ça. Le vrai problème, c'est que c'est le cas de tous les pays de l'Union européenne. C'est-à-dire que nous, on a un Macron qui est un tocard de la finance et de l'économie, mais tous les dirigeants européens sont des tocards de l'économie. Parce qu'il faut bien comprendre que l'Union européenne, c'est elle qui a la main sur toute la politique économique. Donc quand vous acceptez d'être dirigeant dans un pays de l'Union européenne, vous savez que vous allez détruire le pays. Donc vous n'attirez que les gens qui sont corrompus, cyniques, etc. et incompétents. Tous les autres sont écartés. Voilà. Donc, et les problèmes économiques français... Mais je vous jure, moi je vois les courbes des ventes de détail que je regarde en France, en Italie, en Allemagne. Mais en France, ça va bien par rapport à ces pays. C'est-à-dire que les gens vont bien, ils arrivent encore à peu près à consommer. En Italie, les ventes de détail, elles ont baissé de 20% en 20 ans. C'est-à-dire que les gens, ils consomment 20% de moins dans les supermarchés. En Espagne, c'est pareil. On se plaint beaucoup parce qu'on est un peuple râleur. Mais et puis, on a beaucoup d'élites économiques qui nous disent la France, c'est le pays le plus foireux du monde. Mais regardez les autres pays européens, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe partout parce que la politique économique de l'Union européenne et de l'euromondialisme dont parlait Florian Philippot, c'est la destruction de nos économies. Et c'est la destruction par l'industrie principalement. Parce que c'est pas en baissant les impôts des commerçants à 25, tu vois, de 33 à 25% que tu vas faire monter la richesse des petites entreprises. Non, c'est en leur évitant d'avoir trop d'imprimés, mais surtout parce qu'il y a de la croissance. Les petites entreprises, les artisans, etc., les commerçants, ils ont des gens qui ont plus d'argent dans le portefeuille, qui font très attention. Chacun d'entre nous fait très attention à ses dépenses, donc il n'y a plus de marge, donc il n'y a plus de chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que l'économie française ne tourne plus. Vous voyez, c'est pas en réduisant avec le fisc les impôts qu'on va y arriver. Les impôts sont très élevés et le budget est très déficitaire parce que l'économie ne tourne plus. C'est pas l'inverse. C'est parce qu'on a détruit l'industrie dans les années 90 avec l'euro, qu'on a créé 1 million de chômeurs pour passer à l'euro, par exemple, qu'il a fallu payer, qu'on a détruit les sources de richesse. Eh bien, les charges, elles restent. Payer les retraites, payer la maladie, elles restent. Et on n'a plus les sources de richesse en face. Donc pour moi, le problème, c'est pas le problème fiscal, c'est un problème secondaire. Le problème, c'est de créer de la croissance, de relancer l'industrie par tous les moyens. Et les moyens, ils sont simples, mais ils sont interdits par l'Union européenne. C'est le fait que nous sommes tous des patriotes. Et s'il y avait des produits, c'était clairement affiché dans les supermarchés, dans nos magasins d'Arty et sur Internet, que ce produit est fabriqué en France, on serait prêt à payer 10% de plus pour relancer la croissance en France, pour aider la France, mais aussi parce qu'on sait qu'on aura des produits plus durables. Ça, c'est interdit par l'Union européenne. La commande publique réservée à nos entreprises,
pour faire tourner les entreprises françaises avec nos impôts. Impossible dans l'Union européenne. Je veux dire, le protectionnisme, les voitures électriques, par exemple, là, il arrive une crise qui peut être potentiellement gigantesque. Les voitures électriques qu'ont fait les Américains, les subventions de l'État, donc de nous, aux voitures électriques, elles sont pour les voitures électriques américaines. Nous, en Europe, on subventionne l'industrie chinoise en subventionnant autant les voitures électriques chinoises qu'européennes ou françaises. Donc en fait, on ne peut pas y arriver comme ça. Si on balance de l'argent pour construire une filière, ça va, de l'État, en se faisant intelligemment. Si on balance de l'argent pour construire l'industrie étrangère, on va être ruiné. Voilà, toute la problématique est là. Alors, mon cher Philippe, nous avons une petite dissonance et tu le sais bien. Alors, je suis totalement d'accord avec Philippe et avec Florian sur les effets néfastes de notre présence dans l'Union européenne et dans la zone euro. Et ça, Philippe l'a très bien expliqué, la commande publique. Il y a le problème de l'euro qui pénalise énormément, en particulier la France et l'Italie, puisqu'il y a un problème, je dirais, de parité. Au moment où la parité a été établie entre les différentes monnaies, l'euro est trop cher pour la France et pour l'Italie. Et d'ailleurs, un institut économique à Francfort a évalué que l'euro a coûté 55 000 euros par Français depuis sa création et 70 000 euros par Italien, pour citer les deux pays les plus touchés, puisqu'en fait, on n'a pas créé l'euro, on a créé l'euromarque. Et ça, c'est la faute de nos dirigeants qui n'ont pas défendu, là encore, les intérêts des Français. Et puis, au-delà du problème de parité, c'est vrai qu'une monnaie unique, c'est quelque chose, c'est un carcan pour une économie qui ne peut pas se réajuster. Cependant, par rapport à ce que vient de dire Philippe, j'ai une nuance, hein, c'est pas une opposition, mais quand je regarde à peu près tous les chiffres de l'économie française, alors c'est la vérité que la zone euro est la grande malade du monde. Il y a une croissance en zone euro qui est de 0,9, aux États-Unis elle est de 2,3, en Russie elle est 3%, bon, en Chine, etc. Nous sommes la zone euro, l'homme malade du monde. Mais parmi cet homme malade, il y en a un qui est encore plus malade que les autres. Et je vais vous le démontrer avec des chiffres que vous pouvez trouver partout. Au niveau du déficit public, est-il besoin de le rappeler, la France est à 5,5%, l'Allemagne à 1,75% et l'Espagne à 3,7%. Donc on est vraiment dans la mauvaise catégorie. Au niveau du déficit de la balance commerciale, la balance commerciale, c'est la différence entre les importations et les exportations. En 2023, le déficit français s'est élevé à 111 milliards d'euros. Il était à 160 en 2022. Est-ce que vous savez quel est le deuxième plus gros déficit après nous qui sommes à 111 milliards? C'est l'Espagne. Et vous savez de combien il est son déficit? Il est à 37 milliards d'euros. C'est-à-dire nous, on est les derniers avec 111 milliards. L'Espagne est avant-dernière avec 37 milliards. L'Italie est en léger excédent, l'Allemagne est en excédent. Alors, ce chiffre-là, dont personne ne parle, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que nous ne vendons plus rien à l'export. Et ça veut dire que nous sommes obligés d'importer tout ce dont nous avons besoin. Et c'est normal, puisque nous avons le taux d'industrie le plus faible parmi tous les grands pays européens. Et là où je serais en contradiction avec mon cher ami Philippe, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, il y a un différentiel d'impôts de production entre la France et tous les voisins européens, qui est de l'ordre de 7%. Il y a aussi des problèmes administratifs, mais je ne pense pas du tout qu'au niveau des normes et de règlements, on soit là aussi en avantage. Je pense plutôt que notre pays applique les directives européennes de façon encore plus stricte et va au-delà. Donc, nos entreprises ont 7% de charges en plus que toutes les autres. Je ne vous parle pas de la Chine ou de la Thaïlande ou je ne sais quel autre pays émergent ou de la Corée. Là, je vous parle de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, etc. Et donc, nous souffrons d'un problème de compétitivité prix que Jacques Sapir a même mis en avant récemment avec un débat que j'ai eu avec lui sur géopolitique profonde. Et ce différentiel coûte cher à nos industries, à nos agriculteurs qui vous le disent. Ils n'arrivent pas à concurrencer. Je ne parle même pas des Marocains, tout ça. Même les Espagnols, les Italiens n'y arrivent pas à cause de ce différentiel. Et donc, il y a un vrai problème à ce niveau que Macron avait laissé entendre qu'il s'en occuperait, d'essayer de baisser les charges et les normes pour les entreprises. Non seulement il ne l'a pas fait, mais
encore une fois, pour la majorité des entreprises, il a alourdi. Et ce problème-là, vous le retrouvez dans un dernier chiffre que je vais vous donner. Le gouvernement et monsieur le maire ne cessent de se gargariser de la baisse du chômage. Bon, donc toute la journée, le chômage baisse, vous avez vu, ah ben on a réglé le problème du chômage, il n'y en a plus. Bien. Alors, la baisse du chômage, que vous le sachiez et que vous le répétiez, parce que vous avez des discussions avec des gens qui ne pensent pas forcément comme vous, le chômage a baissé partout en Europe ces dernières années. Mais ce n'est pas un phénomène économique. Ce n'est pas dû à des mesures particulières. C'est un problème démographique. Les boomers, les classes issues du baby-boom, qui sont les plus nombreuses, partent à la retraite. Donc il y a des places qui se libèrent. Et donc forcément, vous avez mécaniquement une baisse du chômage partout. Maintenant, je vais vous dire, quel est le pays où le chômage baisse le moins dans l'Union européenne? C'est la France. Et il n'y a plus que 2 pays qui ont un taux de chômage supérieur aujourd'hui, c'est l'Espagne et la Grèce. Et encore, elles se rapprochent de nous. Il y a encore une marge, hein, je ne vous dis pas qu'on est à ce niveau-là, mais elles se rapprochent de nous. Donc, le seul chiffre dont le gouvernement peut se gargariser, eh bien, même ce chiffre-là, il n'y est pour rien, et il est mauvais au regard des éléments comparatifs qu'on peut avoir avec les autres pays. Donc, je suis d'accord avec Philippe pour dire que l'Union européenne ne va pas bien. Je suis d'accord avec Philippe pour dire que l'Union européenne est un frein à la croissance et au développement de notre économie et des économies de tous les pays. Mais la France a vraiment un problème de gouvernance particulier qui fait de nous le tocard de l'économie dans l'Union européenne. Vous avez des pays qui ne jouent absolument pas le jeu et qui font du dumping fiscal, du dumping social. C'est aussi... C'est fait pour. Voilà, c'est fait pour. On est bien d'accord. Donc ça... Oui. Oui, mais alors du coup, des pays comme le nôtre qui ont une protection sociale qui, a priori, est plus élevée, ben, on se retrouve pénalisé. Ça c'est juste, parce que si vous voulez effectivement des charges comme l'Allemagne, il faudra une protection sociale comme l'Allemagne, qui est extrêmement faible, avec des gens qui partent à la retraite à 66 ans, avec des gens qui ont des retraites absolument minables, avec une assurance maladie qui est minable. Avec des contrats à 1 euro. C'est toute la logique. Hein. Les contrats à 1 euro. Oui, les contrats à 1 euro, effectivement, où on travaille à 1 euro de l'heure et on est obligé, parce que sinon on n'a rien. Quoi. Ça, c'est un phénomène quand même qui est particulièrement intéressant d'analyser, parce que c'est une façon que les médias ont eu de présenter l'Allemagne comme étant un pays fort, le pays qui exporte. Ils avaient la solution miracle. On oublie quand même que dans leur industrie, ils avaient des coups bas, parce que tout simplement, ils utilisaient leurs excédents commerciaux pour faire des contrats donc à 1 euro. Et alors les médias vous le disent pas, mais le pays malade de l'Europe, c'est l'Allemagne. 0% de croissance. J'ai les chiffres de croissance du PIB trimestre par trimestre depuis fin 2019. 0. Ils sont à 0. La France est nulle, hein, c'est 0,4. Mais n'empêche qu'il y a eu un peu de croissance. L'industrie allemande, moins 15% depuis 2017. Et c'est pas seulement les prix de l'énergie. Non, ça a commencé parce que la Chine commence à moins acheter en Allemagne, la Chine commence à concurrencer l'Allemagne, et l'Allemagne est le pays dont l'industrie baisse le plus vite, moins 15%. Donc en fait, on est dans un désastre européen. Oui. Pas la peine de s'engueuler sur le truc, mais on est dans un véritable désastre européen, et tout le carcan européen, je veux dire, personne ne pourra redresser l'économie française en restant dans l'Union européenne. C'est-à-dire que le prochain gouvernement, ce sera les nouveaux tocards de la finance et de l'économie s'ils restent dans l'Union européenne. Ils sont touchés par un phénomène démographique plus fort que le nôtre, hein, mais alors du coup, c'est ce qui explique toute leur politique migratoire. Et c'est ce qui explique le fait qu'ils demandent qu'il y ait un maximum de migrants qui arrivent sur le territoire européen, des migrants qu'on retrouve après forcément en France, puisque notre protection sociale est meilleure. Alors, je vais compléter ce qu'a dit Philippe sur le niveau de protection sociale française, qui effectivement est meilleur que le niveau de protection allemand, et d'ailleurs est meilleur que le niveau de protection de la plupart des pays. Sauf que ce niveau de protection sociale, à mon avis, doit être vraiment revu et corrigé et réadapté. Parce que c'est vrai que dans le même temps que les retraites sont meilleures, c'est vrai que dans le même temps, il y a quand même une indemnisation du chômage qui est meilleure, qui nous protège mieux. Le niveau de protection sociale indifférencié que nous avons en France
crée de l'assistanat. Et vous avez des gens qui aujourd'hui refusent des emplois. J'ai moi-même été confronté très souvent à ça. C'est-à-dire que quand vous faites un recrutement, vous lancez un recrutement, vous avez 10 personnes qui se présentent. Sur 10 personnes, vous en avez 3 qui vous disent qu'il faut signer le papier pour qu'ils retournent au Pôle emploi. En réalité, ils ne veulent pas d'emploi. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de métiers en tension. Tiens, par exemple, hier, je discutais avec un chef d'entreprise, hier soir, qui avait besoin de trieurs de déchets pour faire du tri de déchets, parce qu'il est dans le ramassage des gravats, le débarras de chantier. Ben, il en a trouvé 2, c'est des sans-papiers. Il n'y a personne. Donc, dans le même temps, cette protection sociale, il faut la revoir de manière à éviter que l'on tombe dans l'assistanat, parce que l'assistanat a un double effet. Déjà, ça coûte cher. Ce sont des gens qui ne produisent pas. Alors, je ne dis pas que tous les chômeurs sont comme ça, ou que tous les allocataires du RSA sont comme ça. En plus, on a un problème. C'est qu'il y a un problème géographique. C'est pas pareil d'être chômeur en région parisienne, où il y a quand même du boulot, qu'on le veuille ou non, ou d'être chômeur dans un bassin d'emploi sinistré à cause d'une délocalisation. Mais ce problème du surassistanat prive un certain nombre d'entreprises du personnel dont ils ont besoin pour se développer, parce qu'ils ne trouvent pas. Je peux vous dire que ce soit dans les cafés, dans un certain nombre de commerces, il s'agit de travailler le dimanche, ou dans des travaux pénibles, comme ce que j'ai dit, trieurs de déchets, vous ne trouvez pas. Or, il y a quand même des personnes, je dirais, qui ont un niveau de qualification faible, qui sont valides, et qui sont au chômage ou au RSA, qui pourraient occuper ces emplois-là. Donc, on a un double effet où on paye pour se priver de production et d'emploi. Ça veut dire quand même que notre système de protection sociale doit être revu sur ce point-là, pour casser ce problème d'assistanat qui, à mon avis, pénalise beaucoup et nos industries et notre commerce. Alors là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord avec toi non plus. Bien sûr qu'il y a un phénomène d'assistanat. Pourquoi ? Parce que le grand patronat a tout pété dans les années 90 avec l'euro, le libre-échange, et on a mis du chômage à plusieurs millions de chômeurs depuis 30 ans. Donc évidemment qu'on a des effets secondaires. Mais moi, ce que je vois, la vie des gens, la vie des gens, on dit on ne trouve pas de salariés pour bosser dans la restauration à Paris. Eh bien, je vais vous dire, moi récemment, je connais l'histoire d'une jeune fille qui est salariée. J'ai une chambre de bonne à Paris que je loue, d'accord ? Pas très cher, mais voilà. Eh bien, qui ai-je pris ? Une fille qui est chef de rang à Paris. Donc, elle est responsable de rang à Paris. Tout ce qu'elle peut se payer, c'est une chambre de bonne à Paris. Donc, tu vois, comment tu veux trouver ? La dernière fois, je discute avec les gens dans la rue, je discute avec une fille qui travaillait dans un grand magasin, dans un magasin de luxe de fromage. La fille, elle faisait 1h45 pour venir travailler. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas vivre à Paris, elle habitait à Meaux et elle travaillait à Paris. Donc il y a un problème du logement en France gigantesque qui fait que les gens peuvent plus se déplacer. De la même manière, là où j'habite maintenant en Provence, en fait, les loyers sont hors de prix parce qu'on a laissé les Airbnb, les choses comme ça. Les gens n'arrivent plus à se loger. Et donc, on n'arrive plus à trouver des gens l'été pour venir s'installer à Saint-Rémy-de-Provence avec des loyers délirants. Et puis, sans compter qu'il y a un moment donné, l'économie, ça suffit. Je vais te dire un truc. Si on ne trouve pas assez de gens pour faire de la restauration, c'est parce qu'on a fait une France de restaurants et de tourisme. Les gens ne sont pas forcés d'aller bosser au restaurant. Je veux dire, ils ne sont pas obligés de travailler là-dedans. Et donc, il y a un moment donné, ça a toujours été difficile, parce que c'est des métiers très difficiles, avec des césures. Vous travaillez le midi et le soir. Donc, si vous n'avez pas un appartement à côté de votre lieu de travail, vous êtes obligé de faire 1 heure de transport, 1 heure retour, enfin vous faites 4 fois des transports. Et si on n'a pas assez de salariés, de gens qui veulent travailler dans les restaurants, parce que tous les Français ne veulent pas devenir serveurs, eh bien il y a un moment donné, il y aura un petit peu moins de restaurants, les salaires seront un petit peu plus élevés, et ça coûtera un tout petit peu plus cher d'aller au restaurant. Et c'est la logique des choses, plutôt que de faire travailler des sans-papiers. Parce qu'aujourd'hui, on dit les Français sont des feignants, mais les Français sont en compétition dans les restaurants, on le voit tous, les cuisiniers dans les restaurants, les gens qui viennent du Népal, qui sont prêts à bosser et à travailler pendant 10 ans de leur vie dans une chambre de bonne en étant chef cuisinier. Donc il y a un problème, c'est vrai, d'assistanat, mais il y a aussi une dynamique où il faut recréer du travail bien payé. Et là, on pourra dire, parce que moi je suis pour la suppression du RSA, et tu le sais, mais on ne supprime pas le RSA quand il y a 6 millions de personnes à Pôle emploi. Quand on aura créé, l'État aura fait son boulot pour avoir qu'il y ait suffisamment de travail, ok, il faudra supprimer le RSA. Parce que quand il y a du travail, il n'y a pas de sens de travailler, d'avoir 600 € chez toi. Tu vois, donc c'est la logique, moi, de ce que je pense. Alors, ce que tu dis n'est pas faux.
Le problème aussi, par rapport à ces travaux-là, tu viens de citer le problème du logement. Ça, c'est un problème que tout le monde constate et qui est lié au fait qu'on a une pénurie dans la construction de logements en France depuis des années qui crée, je dirais, un surcoût au niveau du logement et personne ne s'occupe de ce problème. Mais tu as aussi un autre problème parce que depuis la crise des Gilets jaunes, on parle du problème du pouvoir d'achat. Et je suis totalement d'accord. Le pouvoir d'achat en France est faible et les gens, en travaillant, ne gagnent pas assez leur vie. Mais pourquoi ? Où il est le différentiel ? Il faut bien que vous compreniez que quand un patron paye 1 800 €, par exemple, un salarié, le salarié lui coûte en réalité 3 100 ou 3 200 €. Vous avez 1 400 € de charges là-dedans qui pèsent sur le salaire. Et pendant tous les débats sur le pouvoir d'achat, on n'a pratiquement pas évoqué le problème. Si on arrivait à baisser une partie des charges sur cette partie-là et à redonner ça aux salariés, vous auriez là un véritable différentiel entre ce que les gens gagneraient et les minima sociaux et tout ce qu'ils perçoivent avec le système d'artisanat qui fait que même ces métiers-là, parce qu'on parle de restauration, mais moi je te parle de tout un tas de métiers où les gens ont du mal à trouver. Si on recréait un vrai différentiel entre les minima sociaux et les salaires, en faisant tout simplement un transfert de cet argent, puisqu'en réalité le salarié coûte encore une fois 3 200, si sur les 3 200, au lieu que le salarié n'en ait que 1 800, il en est 2 000 ou 2 100, je pense que beaucoup de gens seraient beaucoup plus motivés pour redevenir salariés. Sur ce que tu as dit tout à l'heure, et là je te rejoins complètement, la France est devenue un pays de tertiaire, et je dirais c'est vrai du tertiaire un petit peu bas de gamme, ce que les Américains appellent bullshit job, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous vous retrouvez avec des bacs +5 qui se retrouvent effectivement à garder des hôtels, et là je te rejoins complètement. Mais ça tu le sais, on est bien d'accord sur ce point, donc on va le souligner. On casse les industries, on casse la technologie, on casse la recherche, on casse tout ce qui est porteur de vraies valeurs ajoutées qui permet de donner des vrais salaires, il est bien évident qu'on est obligé de se rabattre sur le tourisme, la restauration, les trucs comme ça. Voilà, c'est effectivement un palliatif, et là je te rejoins complètement. Et bien sûr que l'Union européenne joue énormément dans cette casse de tout ce qui apporte de la valeur ajoutée, puisque c'est vrai, il y a 30 ans, la France était un pays de haute technologie, c'était un pays de haute valeur ajoutée. Aujourd'hui, même les groupes de luxe se font fabriquer ailleurs. Effectivement, on paye tout ça également. Et donc, il faut recréer non seulement de l'industrie, mais de l'industrie avec une valeur ajoutée technologique, une valeur ajoutée de luxe et de savoir-faire, qui permettent de recréer des vrais emplois bien payés. Mais je répète, on ne peut pas donner du travail simplement aux gens très qualifiés, il y a aussi tous les autres. Et je pense que tant qu'on a ce niveau de charge important pour des travaux à faible valeur ajoutée, on va avoir une compression des salaires qui rend ces travaux-là complètement inintéressants pour les gens dans le contexte où nous sommes. Est-ce que nous, et ça pourrait être le mot de la conclusion, en matière de souveraineté, est-ce que nous, on dispose encore de notre destin entre nos mains ? Non, on a complètement perdu le contrôle de notre économie, puisque toutes les choses importantes, en fait, on ne peut pas les décider, comme marquer le fabriqué en France ou le fabriqué en Chine sur tous les produits, la commande publique, faire du protectionnisme sur les voitures électriques pour qu'elles soient fabriquées en France. Tout ça, ça a disparu. Même sur l'agriculture, on a vu, Macron, finalement, il n'a rien pu faire face à la crise des agriculteurs. Il a juste gagné du temps, il les a fatigués pour qu'à la fin, les gens rentrent chez eux au bout d'un mois, parce qu'il n'a rien de possible. Donc, on va continuer comme ça à dégringoler tant qu'on restera dans de ce symptôme Union européenne, très clairement. Oui, obligatoire. Alors, je suis totalement d'accord avec Philippe. Il est bien évident que l'Union européenne a son programme pour tous les pays, c'est à peu près le même. Et puis, elle envoie des directives et c'est à nous de... En fait, le rôle, si vous voulez, de nos dirigeants aujourd'hui, c'est des VRP de la politique de l'Union européenne et ils sont chargés de faire avaler la pilule au peuple. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, nous n'avons pas la maîtrise de nos politiques. Pourquoi l'Union européenne et la France en particulier, sont dans la mélasse? Eh bien, parce qu'on cumule deux politiques qui sont contradictoires, et deux idéologies qui sont contradictoires, et qui nous amènent à un effondrement progressif de notre économie. Ces deux politiques, c'est
le socialisme, parce que je maintiens qu'avec 57% de dépenses publiques en France et 50 en Italie, 45 en Allemagne, ce sont des taux énormes qui conditionnent des charges importantes et qui font que nous sommes des pays très socialisés. Et ces pays très socialisés qui perdent de leur valeur ajoutée, en plus, se retrouvent en compétition avec tout le monde dans le cadre du libre-échange qui nous est imposé par l'Union européenne, puisque l'Union européenne est le seul, je dirais, aire économique du monde qui ne protège pas ses frontières à tous les niveaux d'ailleurs. Et donc, nous nous retrouvons avec des entreprises qui doivent assurer un certain niveau de vie à la population. Donc, on crée des charges, on crée des taxes, on crée des tas de choses, et elles se retrouvent confrontées à tout le monde, indifféremment. Comment voulez-vous qu'elle résiste? C'est comme si vous preniez une course de chevaux et que votre cheval à vous lui collez 50 kilos de handicap. Comment voulez-vous qu'il gagne? C'est pas possible. Donc, entre les deux, il faut choisir ou il faut rééquilibrer. Ma solution à moi, c'est très clair. Il va falloir, d'une manière ou d'une autre, mettre des barrières douanières ciblées. Parce qu'il est bien évident que quand on parle de bannières douanières et de remettre du protectionnisme, vous allez entendre « Ah ben vous allez nous faire revenir à l'âge de pierre, ah ben oui, ça c'est la politique d'il y a 50 ans, etc. » Non, aujourd'hui, la bonne politique, c'est de diminuer les charges des entreprises qui embauchent, qui emploient et qui investissent sur le territoire, et derrière, de taxer tous les produits de concurrence déloyale qu'on peut faire chez nous, et de les taxer considérablement. C'était d'ailleurs, je dirais, les grandes lignes de la politique de Donald Trump qui avait créé une croissance de 4,5% au bout de 2 ans, donc une croissance que les États-Unis n'avaient plus connue depuis les 30 Glorieuses. En appliquant ces 2 schémas, on aide les entreprises pour investir, pour, je dirais, créer de l'emploi, et derrière, on protège nos marchés, on ne les livre pas à la concurrence de tout le monde, en bloquant là où il faut bloquer. Évidemment, on ne va pas bloquer tout. De toute façon, depuis même il y a 1000 ans, l'économie était faite d'échanges internationaux. Donc il n'est pas question qu'on s'enferme, c'est clair. Mais là où on doit défendre les intérêts des entreprises et des industries qui peuvent faire sur place, il ne faut pas hésiter à le faire. Et l'Union européenne nous l'empêchera toujours. Juste un tout petit mot d'ailleurs, juste pour expliciter, le patron de Total, interviewé à l'Assemblée nationale, dit « Vous savez, moi je fabrique des panneaux solaires aux États-Unis. Ils ont une boîte de panneaux solaires, ils sont capables de le faire. Et j'en suis ravi, parce qu'on est protégé de la concurrence chinoise. Mais en France et en Europe, je ne peux pas fabriquer de panneaux solaires parce que je ne suis pas protégé et je suis légèrement plus cher et donc je n'en fabrique pas. » Voilà, tout est dit. Ils ont même cassé. Bon, réindustrialiser, ça ressemble à un vœu pieux aujourd'hui. Est-ce qu'on a la possibilité ou est-ce qu'on a la capacité, en termes de formation auprès de la population, est-ce qu'on est capable aujourd'hui, on voit bien que l'éducation, ça se casse un peu la figure, est-ce qu'on a cette capacité quand même à pouvoir se réindustrialiser, à former Oui, parce que l'industrie, on va pas mettre tout le monde dans l'industrie. Donc c'est aussi la haute technologie. Moi, je vais vous dire, nos jeunes, par exemple, on a un problème éducatif très clairement, mais il faut voir. Alors, je les excuse pas. Il y a peut-être des feignants, mais je peux vous dire, quelque part, ils travaillent plus que nous dans les bons lycées parisiens, parce que l'enseignement est mal fait. Je veux dire, l'enseignement est mal fait. Donc, faut pas croire que les jeunes sont devenus nuls, feignants, etc. On a des gens de capacité. Et puis, il faut voir que la problématique mondiale des écrans, de la baisse de démographie, elle est mondiale. Tous les problèmes, même la Turquie, ils font 1,3 enfants par femme. Donc, en fait, les problématiques qu'on a, la chance qu'on a, c'est que le monde entier a les mêmes problèmes. Donc, ils vont pas nous bouffer, au moins. Pas en Corée ni au Japon, a priori. Enfin, si on prend les classements, je crois que c'est le classement PISA, ça diminue. La Corée du Sud, c'est un pays qui est mort. C'est-à-dire qu'ils font 0,67 enfants par femme. Donc en 2 générations, vous divisez par 9 la population. Là, c'est plus l'éducation. Ah oui, mais ça va être un problématique. C'est-à-dire que quand on demande tellement, parce que la Corée du Sud, j'ai lu un bouquin dessus qui est très très bien, ils sont fous ces Coréens, la pression au travail pour réussir, pour étudier et pour réussir dans l'économie mondiale, c'est vrai qu'ils réussissent encore, elle est que tellement violente que les gens ne font plus d'enfants. Et donc, il n'y a plus d'avenir pour ce pays, à part la réunification avec la Corée du Nord, qui sera obligatoire, tu vois. Donc, non, il ne faut pas être trop pessimiste. Il y a encore un niveau, même si le niveau a baissé, et on trouvera toujours les ingénieurs pour aller travailler dans les industries de pointe. Espérons. Alors, pour poursuivre,
Bien sûr que la France a toutes les capacités, mais la preuve. On parle beaucoup de l'immigration que nous recevons, et qui est massive et qui est vraiment excessive et surtout très mal gérée. Mais, et alors, j'entendais un jour Émeric Caron qui disait « Mais non, le solde migratoire, c'est pas ça, etc. » Ben oui, parce qu'effectivement, on fait rentrer beaucoup d'immigrés qui sont d'ailleurs attirés par les aides sociales que nous avons, qui sont les plus intéressantes. Et puis, de l'autre côté, ben, on fait partir des gens. Mais c'est qui les gens qui partent? Ben, c'est les jeunes ingénieurs, c'est les jeunes entrepreneurs, c'est des tas de gens capables, travailleurs, et qui sont très bien formés. Et la preuve, c'est que, par exemple, dans le domaine de l'intelligence artificielle, les jeunes Français, les jeunes diplômés français sont très recherchés, y compris aux États-Unis. Et il y en a beaucoup dans la Silicon Valley. C'est donc pratiquement la meilleure armée de réserve de l'industrie de l'intelligence artificielle américaine et des industries numériques américaines. Ce sont nos jeunes à nous. Donc en fait, il n'y a aucun problème. C'est pas un problème de personne. C'est même pas un problème de formation à ces niveaux-là. C'est juste un problème qu'il faut recréer les conditions pour que les jeunes aient envie de travailler ici et de gagner leur vie ici. Vous avez des différentiels de salaire avec des pays comme le Canada, la Grande-Bretagne ou les États-Unis pour des jeunes diplômés qui sont énormes. Et c'est pour ça que nous perdons des cerveaux, et en perdant les cerveaux, ben on perd les industries, on perd les entreprises, qui n'auront pas le même personnel, et donc les mêmes compétences, et donc les mêmes atouts que les autres pour réussir. Le seul problème, c'est de recréer l'attractivité ici. Et quand je dis recréer l'attractivité, c'est pas l'attractivité à la Macron. Vous voyez, parce que là aussi, ça aussi, je vais vous le dire. Hein, la semaine dernière, je ne sais plus comment s'appelait ce colloque à la con, là, excusez-moi. Avec, alors voilà, alors on vous annonce Amazon va investir 4 milliards d'euros. Amazon, ben c'est bien beau, mais vous savez, Amazon, les 4 milliards d'euros qu'il va mettre, ben il va les prendre aux autres commerçants et autres. Ça va être en fait, il va grignoter la part de commerce sur place. La France, effectivement, apparaît toujours comme l'un des pays les plus attractifs. Sauf que, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui investissent en France. Enfin, c'est ce que les chiffres officiels nous disent. Sauf que ces investissements sont beaucoup moins porteurs d'emplois qu'en Espagne en particulier. Pourquoi? Ben parce qu'en France, les investisseurs investissent en fait dans les IDE, c'est-à-dire ils ne créent pas un centre de production ou autre, ils rachètent des boîtes qui ont des actifs, qui ont des brevets, qui ont des choses intéressantes qui les intéressent, ils reprennent ça, petit à petit liquide et ils envoient tout ailleurs. Et voilà comment on se fait dépecer. Ça, c'est l'attractivité version Macron. Vous voyez, c'est notre attractivité à nous, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas attractif. On est des vaches à lait qui se laissent piller comme des vaches à lait, justement. Voilà. Donc, c'est ça notre problème aujourd'hui. L'attractivité de la France, en réalité, il n'y en a pas, si ce n'est de nous piller, de nous dépouiller de nos atouts. Voilà. Mais, je répète, les compétences humaines et le savoir-faire humain, il est là, il est bien là. Il faudrait juste être capable de le retenir sur place. Très bien. Merci à vous.